Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau volet enfin, non pas investigation, hein, plutôt culture investigation. Alors, donc bienvenue et culture investigation, c'est un nouveau format avec une nouvelle démarche qui va nous parler de culture. Alors, pourquoi la culture? Parce que moi, j'évalue la culture comme un élément qui nous réunit, qui nous tient ensemble, afin de nous élever et de nous enrichir individuellement et collectivement. Alors, je parle souvent dans mes recherches en sémiologie de nouveaux paradigmes de quête de sens. Et c'est donc tout naturellement que je devais inviter aujourd'hui Sarah afin de nous parler de son essai, Retour au sens, une évolution sociétale naturelle. Alors, bonjour Sarah, Bonjour Yoann. comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Bah écoute, c'est le week-end, donc tout se passe bien et tout s'annonce bien. Voilà. Alors, Sarah, pour préciser, donc toi, tu es socio-anthropologue et philosophe, donc une collègue. Alors, ton domaine de spécialité, c'est les transitions collectives et individuelles, c'est-à-dire aussi le coaching et accompagnement à la reconversion, la quête de sens, de confiance et d'estime de soi. Et donc, tu es autrice de cet essai dont on va parler aujourd'hui, qui est un essai transdisciplinaire. Et d'autant plus que cette démarche transdisciplinaire aussi me parle, parce que c'est aussi une démarche que j'ai moi-même dans mes recherches. Alors, retour au sens, vers une évolution sociétale naturelle, avec un constat, on va le voir, le constat d'un décalage du non-sens, avec cette question que j'aimerais poser aujourd'hui dans cette discussion. Et si la crise avait rouvert la porte d'un sens inné, personnel et collectif? Alors, j'ai lu avec un grand intérêt ton essai qui m'a aussi beaucoup parlé dans tout ce qu'il pouvait déployer et proposer. Alors moi, j'aimerais commencer cette discussion par ce passage. Alors tu dis dans cet essai, retour au sens d'une évolution sociétale naturelle. Alors, il est proposé de saisir l'opportunité apportée par la crise, celle d'un retour conscient à nous et en nous, celle d'un retour critique à notre réalité, à la redécouverte d'un sens inné, pour enfin atteindre une société réancrée. Au quotidien, il semble que de plus en plus d'individus ressentent des émotions d'angoisse et de détresse. Ces émotions sont le signe d'un malaise face à un système économique déconnecté des défis écologiques et sociétaux auxquels nous faisons face. Alors, j'ai pensé cette discussion en trois phases, c'est-à-dire, dans un premier temps, nous allons parler de ce fameux diagnostic, c'est-à-dire ce malaise, deuxièmement, de la quête de sens, et enfin, de cette société reconnectée avec ses principes et son design. Alors, Sarah, première question. Pour toi, qu'est-ce que le sens et est-ce que tu peux nous donner une définition? Oui, alors bah, déjà le sens, beaucoup pensent que c'est juste l'intuition, etc., que c'est à l'intérieur de nous, mais que c'est pas forcément défini, que c'est plutôt spirituel, alors que pas du tout. En fait, c'est quelque chose de physiologique, de biologique. Le sens, il est situé dans le cerveau. À un endroit particulier appelé le cortex singulaire antérieur. Et donc, ce besoin de sens, il est toujours recherché en nous, quoi qu'il arrive, malgré le fait que la rationalité soit partout dans la société. Et donc, moi, dans cet essai, le sens, je l'envisage comme une boussole intérieure qui nous permet de construire une autre vision du monde, donc au-delà de la simple rationalité économique de l'existence. Et à travers la quête de sens, on le voit, bon, c'est un concept assez à la mode, mais il faudra l'expliquer aussi. Les individus, ils s'orientent vers un mode de vie plus aligné avec leurs valeurs. Ils recherchent une cohérence personnelle et collective, parce que bien souvent, en fait, quand on cherche à avoir du sens dans sa vie, ben, on va aussi vers des valeurs solidaires, vers des métiers qui impactent la société de manière positive. Donc c'est pour ça que c'est à la fois personnel et collectif. Et donc cette quête de sens traduit un engagement vers une société plus juste et plus durable, fondée sur des valeurs qui sont déjà là, et qui rompent avec celles du capitalisme actuel.
et ce qui se manifeste par des comportements solidaires, écologiques et en cohérence avec les individus. D'accord. Et donc, inversement, c'est ma seconde question coule de source. Alors, qu'est-ce qui, pour toi, caractérise aujourd'hui le non-sens, c'est-à-dire à l'échelle sociétale? Alors, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple tangible, post-2020, qui t'a marqué? Oui, bah, il y a plusieurs aspects. Bah, pour revenir sur l'idée de cet essai, en fait, c'est d'être transdisciplinaire, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me résoudre à traiter que le politique d'un côté, que l'économique, que le social, que l'écologique ou que le concept philosophique, en fait. Donc, j'ai pensé cet essai de manière transdisciplinaire. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui caractérise le non-sens aujourd'hui à l'échelle sociétale? Bah, il y a déjà un fait en termes politiques et social, les décalages entre les décisions prises au niveau national, voire international, et celles qu'il faudrait mettre en place face aux défis écologiques et sociaux. Par exemple, le fait que la politique soit devenue un peu une arène où se jouent des égos, plutôt que le but premier de la politique et aussi de la démocratie qui est le pouvoir du peuple, c'est-à-dire servir le bien commun. Donc là, on en est loin. Un exemple tangible, on en parle beaucoup en ce moment, c'est les écarts de richesse qui se creusent. Selon un rapport Oxfam, les écarts de richesse n'ont jamais été aussi grands depuis une trentaine d'années. Et donc, il y a des pauvres qui n'arrêtent pas de s'enfoncer dans la pauvreté, et de jour en jour, il y a de plus en plus de pauvres. Et à contrario, et ben, les riches, ça devient une minorité de plus en plus importante qui capte tous les capitaux. Et du coup, pour marquer ce décalage, en fait, voilà, c'est les décisions politiques qui sont prises pour préserver des intérêts privés au détriment du bien commun. Par exemple, on a vu la taxe Zuckman qui était proposée au Sénat en juin 2025 avec un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des 1800 foyers les plus riches. Ça aurait pu ramener 20 milliards d'euros dans les caisses de l'État, alors qu'on nous parle tout le temps de dette publique et que ça atteint des niveaux pas possibles. Et là, on a refusé cette taxe. Le Sénat a voté contre. Il y a un autre exemple au niveau politique, c'est un rapport sénatorial paru en juillet 2025 qui avançait le chiffre de 211 milliards d'aides publiques versées aux entreprises en 2023, et il n'y avait aucune contrepartie, c'est-à-dire que les entreprises n'avaient pas d'obligation d'embaucher plus, d'investir dans la recherche et l'innovation. Et le pire, c'est que quand on a comparé les montants de ces milliards avec les dividendes faits par les entreprises, bah, ça coïncidait. Donc, ça veut dire que notre argent est allé dans des dividendes. Voilà, donc ça, c'est un décalage encore et une injustice au final, vécue par les Français, par les peuples de façon générale, parce que c'est à l'échelle de plusieurs pays. Et à titre de comparaison, ces milliards d'aides publiques, pour la même année, ce montant représente donc le poste principal de dépenses de l'État, et c'est 2,5 fois le budget de l'éducation nationale, et 8 à 11 fois plus que celui de la santé. Voilà, donc pour montrer que c'est plutôt des intérêts privés d'une minorité qui sont défendus au détriment du reste des citoyens et des investissements. Et du coup, là, je parlais plutôt de l'aspect politique, mais au niveau de l'aspect, ressenti des individus, malaise, on peut traduire ça par le fait qu'il y a un taux de suicide très élevé chez les 18-24 ans, par exemple. Oui, il y a eu le Covid, oui, il y a eu vraiment des souffrances mentales, mais pourquoi ça perdure aujourd'hui? Et pourquoi il y a aussi 22% des arrêts de longue durée pour les moins de 30 ans et qui sont liés à des troubles psychiques et qui sont 6 fois plus élevés qu'en 2019. Donc, de manière générale, il y a ces troubles psychologiques qui s'installent durablement comme la première cause des arrêts de travail longs. Et de toute façon, c'est préoccupant. Et en fait, d'où ça vient ces problèmes actuels, sinon d'une perte de sens et du sentiment que tout s'effondre et que l'avenir n'aura pas lieu.
Voilà. Exactement, exactement. Donc, tu as bien fait de préciser que on a eu le Covid, bien sûr, et tu parles aussi de cette crise comme une sorte de transition, mais on peut s'apercevoir que, en fait, euh, voilà, il n'y a pas eu que ça, quoi. Je veux dire que le problème est beaucoup plus profond dans la perte de sens et que on peut voir que peut-être, voilà, devant le manque de repères, on observe, comme tu as dit, beaucoup plus de problèmes de santé mentale, entre guillemets, hein. Et on peut voir d'ailleurs que le, le ministère de la Santé propose actuellement une campagne sur ce thème, mais que sans forcément proposer quelque chose de concret. Alors, pour revenir à l'économie, alors pourquoi, selon toi, l'économie actuelle domine, mais n'a aucun sens appliqué à notre société? Et en quoi est-ce important de le savoir? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, tout à fait. Bah, c'est peut-être que pour certains, ça va paraître, bizarre de dire ça, mais en fait, notre monde économique a été, complètement construit. La discipline économique, elle reproduit, en fait, des lois mathématiques d'une réalité économique fictive. Donc tout le monde connaît, le principe, et le concept du marché, qui a été à des lois, qui a été appliqué à des lois de notre réalité sociale, donc de notre fonctionnement, sociétal. Et le résultat, c'est que nos vies et nos interactions se résument à de simples calculs. Je caricature, mais je vais rentrer dans les détails. On a des algorithmes pour, trouver l'amour, on raisonne en termes d'opportunités et de coûts pour prendre des décisions. On parle d'investir dans des relations en reprenant le champ lexical de l'économie. On acquiert un capital social et culturel. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont considérés comme des chiffres. Euh, on l'a vu avec les enfants et les personnes âgées, donc en crèche ou en maison personnalisée, qui sont devenus des nombres en fait à gérer en quête de rentabilité, comme on l'a vu avec le scandale des crèches privées et des EHPAD hors PA. Donc ces lois économiques, elles existent dans un monde mathématique. Ça, c'est réel, c'est factuel, on peut faire des calculs, etc., appliqués. Mais elles existent dans un monde où les réalités sociales et physiques de la Terre n'existent pas, par exemple. On ne prend pas en compte la complexité et la valeur non économique des relations sociales dans les calculs économiques. Par exemple, le besoin d'attention et d'empathie des enfants, les mouvements sociaux, les particularités culturelles des pays, les émotions. Tous ces facteurs, en fait, ne sont pas pris en compte dans les calculs économiques. Et donc, il faudrait vraiment changer ça parce qu'on omet la réalité sociale et physique, puisque la science économique est complètement déconnectée des limites réelles de la Terre. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans cette situation aujourd'hui de crise écologique, puisque là, on essaye de pallier à l'économie actuelle ce qu'on a mal fait, c'est-à-dire de réintégrer l'environnement dans les problématiques, de penser à l'écologie, etc. Mais c'est pas assez, puisque cette science économique n'est pas basée sur cette idée-là. Elle n'est pas basée sur l'idée que les ressources naturelles sont finies. Elle est basée sur l'idée que les ressources naturelles sont infinies. Et donc, pour corriger ça, il suffit pas de dire on va faire de l'économie verte ou on va faire la croissance verte. Ça, ce serait rester dans le même modèle et c'est juste mettre des petites touches vertes. Ce qu'il faut, c'est vraiment passer à une économie qui intègre directement à la base les limites de la planète, la problématique des ressources naturelles, qui n'a pas à être une problématique au final, et tout ce qui est réalité sociale, épanouissement des individus, non pas comme une condition ajoutée à la croissance, mais comme une condition première pour atteindre le bien-être, on va dire, économique d'un pays. Voilà pour cette partie un peu économie, mais c'est plus détaillé dans le livre. Bien Et sûr. je reprends des auteurs voilà, connus comme Thomas Piketty, Éloi Laurent, qui sont des économistes qui osent s'attaquer à la croissance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et qui reprennent vraiment factuellement pourquoi la science économique actuelle est limitée et dépassée.
Piketty, il parlait beaucoup de ça, et donc très grand penseur dans l'économie. Alors je mettrai les références dans l'article Substack. Alors, Sarah, dans quelle mesure la quête de sens, selon toi, alors, est-elle un indice et moteur de changement de société? Alors, le décalage ressenti par les individus, je ne sais pas si les auditeurs, le ressentent aussi. Ce décalage vis-à-vis de la société entre, ce qu'il faudrait faire et ce qui n'est pas fait, ou cette impression de malaise en fait, sur les injustices, sur, les valeurs de la société qui sont pas en adéquation avec eux, et bah, ça pousse de plus en plus de personnes à aller chercher, dans les profondeurs, de leur être, ce qui les relie à une autre réalité. Donc quand je dis une autre réalité, en fait, c'est une réalité qu'on pourrait construire vers une société, plus écologique et durable. Donc cette quête de soi, cette quête de sens va de pair avec, une réflexion sur, sa manière de mener sa vie, sur le sens à lui donner. Par exemple, quel sens donner au travail? Quelle place doit-il avoir dans notre vie? Pour quelle utilité? Quelle place pour la famille? Faut-il fonder un foyer? Quel est le but de l'existence? Et toutes ces questions servent de repère vers, leur réelle aspiration, au détriment de celles qui sont imposées par la société. Parce que dans la société actuelle, on n'a pas trop le temps de se poser ces questions, et bien souvent, la réponse c'est: «Bah, il faut, avoir de l'argent, il faut avoir un travail, tu fondes un foyer et tu as la clé de ta vie». Et peut-être que c'est plus profond que ça, et que c'est pour ça que les personnes, ressentent un décalage entre ce qui est affiché et eux, ce dont ils ont besoin, en fait. Et du coup, certaines personnes n'arrivent pas à s'adapter à la société, ni à la fuir, et ils sont parfois attirés par cette recherche de sens. Donc moi, j'aimais l'idée qu'elle agit comme un contre-pouvoir face à l'ordre établi, parce que les individus qui la vivent et qui la partagent, donc, touchent à une autre réalité, alternative dans tous ses aspects, aussi bien économique que social et éthique. Et par contre, elle va plus loin pour moi que les résistances classiques, parce qu'elle met vraiment en branle le paradigme rationaliste imposé et opposé à celui du sens. Puisqu'on joue vraiment là sur un autre registre de valeurs, et de prise de décision, et d'idées et de concepts. Donc on avait vu en introduction que le sens, c'est un résidu de notre connexion naturelle. Et donc, il agit comme une boussole pour les individus en quête de repères qui vivent un malaise. Il permet de nous rattacher à l'autre réalité à travers, la pensée intuitive qu'on va chercher. Et donc ce sens correspond à quelque chose de bien plus grand que nous, de transcendant, quelque chose de naturellement préétabli. Heu et il nous permet d'aller vers des valeurs, en interne, qui sont, des valeurs, intrinsèques à notre, humanité. Et qui sont des principes, qui nous servent à évoluer vers une société plus saine, en fait. Donc le sens, il fait écho au monde unifié, aux limites physiques de la Terre, puisqu'il nous rapporte aussi à l'écologie et à notre lien inné à la nature, et il peut donc permettre, en tout cas aider à construire une nouvelle société. Parce que d'une part, il nous ramène à l'unité de la Terre, à notre appartenance à une communauté élargie, et d'autre part, il nous ramène à un niveau de conscience trop souvent négligé et pourtant inné. Donc oui, ça fait partie c'est légitime, ça fait partie de nos «besoins» entre guillemets, naturels, que cette quête du sens. Et donc, en fait, pourquoi ces pratiques de quête de sens symbolisent, de l'émancipation et un chemin vers une autre société? Alors pour illustrer, le fait que c'est un symbole d'émancipation, je vais vous prendre, l'exemple des actions de désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est un refus volontaire, non violent et ostensible d'appliquer soit un texte, réglementaire, soit de remplir une obligation légale, pour motif qu'elle viole un principe supérieur, afin de se faire, sanctionner pour que la légitimité de cette obligation soit appréciée à l'occasion d'un appel en justice.
Et donc, c'est un principe de démocratie à contre-courant de la pénalisation et de la criminalisation dont elle fait parfois l'objet. Donc, pour donner un exemple, en fait, elle permet de s'opposer légitimement à la loi, donc parfois à la société, quand cette dernière s'éloigne du bien commun et de principes fondateurs. On a eu le cas de Cédric Héroux, je ne sais pas si les personnes ici s'en rappellent. Il a été poursuivi en justice pour avoir convoyé des migrants venus d'Italie et organisé un camp d'accueil en 2016 dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi il a fait ça? Alors qu'au regard de la loi, c'était pas permis. Parce que, en fait, son ressenti interne lui intimait d'aider ces migrants. Ce cas de désobéissance civile soutient le principe d'humanité. Et finalement, il a été relaxé après des années de lutte parce que la justice a reconnu que son acte était légitime. Et donc, cet acte de désobéissance civile lui a permis de trouver à l'intérieur de lui des ressources, des valeurs et du courage pour faire face à des lois qui étaient déshumanisantes, donc contre des valeurs. Et du coup, il a pu s'émanciper. Il a pu agir avec un levier de contre-pouvoir. Et donc, il a trouvé ce contre-pouvoir en allant puiser en lui dans sa propre éthique, qui n'était pas en adéquation avec celle de la société. Donc, Ah oui, oui. non, vas-y, continue. Oui, non, en gros, donc l'individu dans sa vie courante, en fait, doit réorganiser sa morale, doit reconnaître ses valeurs, celles qui font principe d'humanité, contre l'aliénation du pouvoir en place. Et c'est en repérant ce décalage, en fait, qu'il peut se réaligner et revenir en cohérence. Voilà. D'accord. Alors, moi, dans cette discussion, j'avais voulu l'appeler retour au sens du malaise à l'action. Alors, Mhm. justement, ça amène à ma prochaine question. À quoi ressemble, juste alors, tu parlais justement de cet individu qui, lui, a décidé de passer à l'action. Alors, au niveau de la société, alors, à quoi ressemble pour toi une société reconnectée demain? Alors, éducation, santé, économie du soin, gouvernance, temporalité. Ici, on rejoint la question des mesures économiques et politiques. Alors, tu cites dans ton ouvrage Polanyi, on a dit tout à l'heure Piketty et Loi Laurent. Quelles deux, trois mesures publiques traduisent le retour au sens, c'est-à-dire mais au-delà des slogans? Oui, bah, alors ça, c'est assez, bah, c'est la question à 1 million. Euh, Ouais. pour atteindre une société reconnectée, je dirais pas qu'elle ressemble demain à ça, mais on va dire qu'elle pourrait ressembler, puisque ce ne sont que des pistes. Et je pense qu'il y a des experts et des personnes qui ont des solutions aujourd'hui, c'est juste qu'on ne les écoute pas et qu'on ne les met pas en place. Donc, pour moi, la première étape, ce serait de donner une vision, une nouvelle vision à la société, un horizon, parce que là, concrètement, on n'en a pas à part aller dans le mur avec notre modèle économique et social. Il faudrait avoir l'envie d'un projet partagé, mais réellement, qui se base sur la population et non pas qui soit seulement aux mains, soi-disant, d'experts politiques. Donc, partant de cette base, il faudrait des priorités économiques qui s'en inspirent, ainsi que les priorités politiques qui s'en inspirent et une temporalité qui convienne à notre ambition. Donc, on a eu un petit peu, en introduction de mon livre, je fais allusion au Covid, parce que bien sûr, il a apporté beaucoup de détresse et de noirceur et de problématiques. Et d'un autre côté, je mettais en avant l'opportunité qu'il a apportée. Par exemple, le fait que pendant la crise du Covid, on a valorisé les métiers essentiels, c'est-à-dire les infirmiers, les éboueurs, les caissiers, etc. Et en fait, l'idée, ce serait d'augmenter les salaires des métiers essentiels, par exemple, qui ont une réelle utilité pour notre société, plutôt que certains métiers qui ne servent pas forcément à grand-chose et qui sont même parfois nuisibles, mais qui sont hyper bien rémunérés. En fait, il faut investir vers des métiers qui sont importants dans la durée pour le fonctionnement de la société et pour l'éducation de nos enfants et pour leur bon développement aussi.
Donc voilà, donner la priorité à la santé, au bien-être, à l'éducation, la qualité des services publics, ça, ce serait une première étape. Pour reprendre Éloi Laurent, il a donné quelques mesures économiques, c'est-à-dire investir massivement dans la transition énergétique, les infrastructures vertes, la rénovation énergétique, soutenir la recherche, l'innovation, mais pas seulement au profit de la croissance, mais vers la soutenabilité et le bien commun. Aujourd'hui, la recherche, elle est très attaquée, alors que c'est ça qui fait qu'on va aller vers un réel progrès. Il y a un autre point, c'est de réduire les inégalités. Je pense que ça se retranscrit bien. Aujourd'hui, il y a une injustice sociale énorme, en fait, et tout simplement avoir des politiques de redistribution plus ambitieuses avec des minima sociaux, augmenter le pouvoir d'achat, l'accès aux services publics, garantir une juste répartition des coûts de la transition écologique pour que les plus vulnérables ne soient pas les plus pénalisés. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est les plus riches, en fait, qui sont responsables d'un tiers des dommages et des catastrophes écologiques. Donc voilà, c'est un peu toujours la même minorité qu'on retrouve, mais qui fait peser un peu ces déboires sur le reste de la population. Petite parenthèse. Et sinon, selon Piketty, on a par exemple un impôt progressif sur le patrimoine des grandes fortunes. Donc ça, il l'a proposé dans son livre Capital au XXIe siècle. Et selon peut-être Karl Polanyi, on avait l'idée de l'intervention de l'État avec un État fort. En fait, comme on l'a vu pendant le Covid, l'État a été fort, donc il a soutenu, il a investi pour que la société ne coule pas. Donc ça, c'était vraiment très bien et c'est valorisable à mon sens. Mais par contre, il faut faire attention à ce que dans l'urgence, on ne passe pas à des lois qui ne puissent pas être discutées. C'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper les choses et construire l'État ensemble. Alors, avoir par exemple une politique fiscale redistributive forte pour limiter les inégalités engendrées par la propriété et le capital, ça c'est ce que Piketty proposait. Donc ça, c'est en termes économiques. Ensuite, en termes de gouvernance, le pouvoir et la politique ne devraient plus être un métier. Ça devrait appartenir au peuple, comme son titre l'indique, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Comme on l'a vu lors de conventions citoyennes pour le climat, on avait des assemblées de citoyens qui débattaient de sujets de la crise écologique et qui étaient formés à ça par des experts. Et en fait, ce type d'assemblée pourrait être reproductible et pourrait nous garantir en fait d'avoir un projet de société et d'avoir des lois qui correspondent au bien commun. On a notamment Pierre Calam qui a été haut fonctionnaire pendant 20 ans à divers niveaux, qui appelle à des états généraux pour la société française qui ont été signés par plus de 250 personnalités et ça a été publié en 2024 dans Le Monde. Les états généraux, pour un petit peu visualiser à quoi ça pourrait ressembler, ce serait des conventions citoyennes dans les territoires, faisant toute leur place aux jeunes, partant des réalités vécues et des initiatives locales, de la richesse des initiatives locales, où on se saisirait vraiment des questions problématiques comme le climat, l'éducation, la santé, l'alimentation, et qu'on élargirait aux grands défis de notre siècle. On parlerait aussi de la réforme du modèle économique, des mutations de gouvernance et des valeurs communes sur lesquelles refonder le contrat social. Et suite à ces assemblées, on pourra avoir une grande synthèse nationale voilà, qui serait confiée à l'État et dont on repartirait pour dessiner un nouveau modèle institutionnel. Enfin, en termes de temporalité, certaines décisions et mesures politiques doivent être pensées sur le temps long. C'est le temps de la nature, en fait, le temps de la restauration des écosystèmes, le temps du changement, le temps de la protection et de la résilience face aux aléas climatiques qui vont advenir, puisque aujourd'hui, le temps politique est articulé au temps économique
Et donc, le temps économique est à très court terme, c'est-à-dire sur 5-10 ans, voire moins pour le temps économique des entreprises. Et comme disait Sun Tse dans L'Art de la guerre, celui qui excelle à résoudre les difficultés le font avant qu'elles ne se réalisent. Donc, Notamment. au lieu de gérer ces prochaines crises dans l'urgence et de risquer de tomber dans des régimes dictatoriaux sous couvert que c'est urgent, il nous faut anticiper les catastrophes et préparer les conditions de notre adaptation à ces dernières. Et ces catastrophes futures, bien plus que l'image de vulnérabilité qu'elles renvoient, nous donneront l'opportunité d'être maîtres de notre destin, puisque le choix est là, agir et survivre, ou laisser faire et mourir. Donc, il nous faut un État fort qui comprenne ça. Et donc, notre future société devra se souvenir du passé, donc des erreurs du passé, être cohérente avec ses enjeux collectifs présents et être résiliente pour l'avenir. Parfait. Alors, j'avais une autre question ensuite, mais bon, tu as répondu déjà, donc voilà. Alors, moi, j'avais noté un autre passage dans le livre qui m'a semblé très intéressant. Alors, tu dis dans ton livre, à un moment, d'une évolution basée sur le progrès technique pour atteindre le but de la croissance économique, nous passons à une évolution naturelle guidée par notre épanouissement personnel et collectif. Alors, tu dis, la pensée jungienne nous invite à une représentation d'un monde interconnecté, sans rupture ni division dans les fondements. Alors, ma question suivante est celle-ci. Quels sont, selon toi, les deux obstacles majeurs, à la fois psychiques et politiques, qui bloquent ce fameux passage et comment lever ces obstacles? Alors, pour répondre à ça, donc je le disais précédemment, on a un petit peu une caste politico-économique qui use de faux discours, donc un peu des discours schizophrènes, comme quoi il faut faire la transition écologique, mais on poursuit la croissance, C'est ça. ce qui n'est pas compatible. Leur pouvoir est omniprésent et il sert uniquement les intérêts égoïstes au détriment du bien commun, mais ils font passer ça pour le service du bien commun. Et donc, c'est le maintien de ce pouvoir en place qui ne fait pas la place à l'autre monde et qui dénigre tout autre discours, qui le dénigre, comment dire, qui l'empêche en fait, puisque tout autre discours est facilement repris, même dans les médias. Si on n'a pas la pensée unique, ça ne va pas. Et donc, tout ce pouvoir, en fait, qui est maintenu, entretient la peur et l'incertitude qui est imposée chez bon nombre de citoyens dans la population. Et cette peur et cette incertitude, la peur de l'avenir, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur des catastrophes à venir, la peur pour ses enfants, ça augmente l'immobilisme. C'est-à-dire que quand on a peur, on n'a pas envie d'agir pour changer les choses. On est fataliste. On se dit que c'est comme ça, que c'est trop important pour nous, que c'est pas entre nos mains et qu'on peut rien faire. Donc ça, on a vu avec le cas du Népal en ce moment qui est très important, où les jeunes se sont rebellés et ils ont mis au pouvoir une femme au plus haut poste qui incarne des valeurs que beaucoup réclamaient, c'est-à-dire honnêteté, indépendance, intégrité, face à des années et des années de corruption et d'élites qui se maintenaient au pouvoir. Et donc, on dit souvent que les jeunes sont un peu débiles et qu'ils sont juste sur les réseaux sociaux. Au final, c'est eux qui ont réussi à renverser le pouvoir. Bien sûr, il faut penser au fait qu'il ne faut pas être violent et qu'il y a eu des dérives qui n'avaient pas lieu Important. d'être. Mais en tout cas, le message, c'est qu'un peuple qui refuse l'injustice pour renverser des structures qui semblaient immuables peut y arriver. Et donc, le changement viendra du peuple. Et il y a une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que le déni aujourd'hui, il n'est plus climatique. On dit plus, il y a très peu de personnes qui disent non, la crise écologique n'existe pas ou non, le changement climatique n'existe pas. C'est devenu un peu l'apanage d'une minorité. À Mais part par Donald contre, Trump, voilà, à par part exemple, Donald, voilà, ouais.
il y a beaucoup de gens qui le pensent encore, mais dans la population française, les gens sont quand même conscients qu'il y a un changement climatique. Et donc aujourd'hui, on ne fait plus un déni sur le climat, on fait plutôt un déni sur le fait que notre système économique est en train de nous détruire et que notre système politique également. Et en fait, c'est là où il y a un véritable déni, c'est qu'on ne veut pas voir en face que le modèle de la croissance est en train de nous saboter, en fait. Et il faut vraiment lever ce déni pour ensuite se dire, OK, ce modèle, on a essayé, il n'a pas marché. En tout cas, il a marché un temps, on a eu les 30 glorieuses, etc. On a vu maintenant ce que ça nous apporte. Ça nous apporte une crise écologique et sociale, puisqu'il y a aussi les injustices sociales. Du coup, on reconnaît cela, on reconnaît cette erreur ou en tout cas ses limites, et aujourd'hui, on passe à un autre modèle économique. Et ça, c'est vraiment bloqué au sein de la population. Voilà, au niveau des obstacles pour moi. Alors, tu parlais justement de courage avec ce cas, alors, cette situation au Népal, et aussi de sortir de la torpeur. Alors, enfin, c'est là où on rejoint le thème de ce débat, c'est-à-dire de sortir de, voilà, du malaise à l'action. Et c'est ce qui demande, en avis, le plus de courage et aussi de lucidité. Alors, tu évoques aussi le courage du renoncement. Alors, renoncer à quoi, très concrètement, sans forcément culpabiliser les plus précaires? Oui, bah, pour faire suite à ce que j'évoquais, en fait, je parle de renoncer à la croissance économique telle qu'on la connaît. Par exemple, en Espagne, aujourd'hui, ils pensent une croissance. Ils sont restés dans le modèle de la croissance, mais par contre, ils investissent massivement pour comment dire, les populations, pour le pouvoir d'achat, etc. Ils ne sont pas dans une politique d'austérité. Donc, en fait, on est dans une époque qui est révolue, mais il y a comme un ancien monde qui veut maintenir cet état, et cet état nous fait rester sur place, voire décliner. Donc, c'est ça que je dis dans le fait qu'il faut qu'on ait le courage du renoncement, il faut qu'on ait le courage d'abandonner un système qui ne marche plus, ainsi que des valeurs qui ne marchent plus. Les valeurs qui ne marchent plus, c'est grossièrement celles du capitalisme, hein. L'individualisme vs le collectif qu'on pourrait avoir, la compétition vs la coopération, le marché vs le don, le fait d'être pressé, le temps court et effréné de l'économie actuelle vs le temps lent, et la cupidité versus l'économie sans appropriation, et l'égoïsme versus l'entraide. En fait, il faut inverser les valeurs individualisme de notre société pour faire en sorte que la domination de l'intérêt privé se transforme vers l'intérêt du bien commun. Et ce déplacement des valeurs destructrices vers des valeurs que j'appelle reconstructrices, c'est une étape civilisationnelle qui vise à réaligner les fondements de la société avec notre environnement et nous-mêmes. D'accord. Alors, si on devait alors mesurer le progrès autrement que par le PIB, alors quels sont les trois indicateurs, ou plutôt les trois principes d'indicateurs d'une société qui fait sens? Par exemple, la cohérence éthique du travail, l'utilité sociale, l'épanouissement. Alors, pour ce qui est des indicateurs économiques, ça, il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur ça, sur le fait de comment compléter le PIB par des indicateurs de bien-être humain, de santé biologique et mentale, de résilience sociale et écologique. Il y a aussi le fait de mesurer la soutenabilité, donc c'est-à-dire le fait que les choses soient faites, mais pensées dans la durée, qu'on produise en pensant à long terme, et donc inclure les effets environnementaux, la dégradation des écosystèmes, etc. Donc ça, c'est en termes d'indicateurs. Et en termes de principes de société, on va dire que le nouveau progrès serait l'épanouissement individuel et collectif, le recul de la pauvreté, la restauration des écosystèmes, le recul des maladies mentales et des tendances suicidaires, ça pourrait être de bons indicateurs, une nouvelle éthique au travail, arrêter de courir après la productivité, mais plutôt aller vers la qualité grâce à des avantages qualitatifs qu'on donnerait aux personnes au travail.
Par exemple, la semaine passée, de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours. On a vu beaucoup d'effets positifs, de nombreuses études le montrent. Mettre la question du sens au travail face au bullshit job que dénonçait David Graeber. Donc, c'est les jobs qui n'ont pas de sens, qui vident les gens, qui font des tâches monotones et qui n'ont aucune utilité réelle pour la société. Voilà, des principes de cette nouvelle société, c'est que les gens aient plus de temps pour eux aussi. Ça, il y a un concept qui est très intéressant qui s'appelle l'otium dans la Grèce antique. C'est associé à une forme de loisir inséparable de la quête de sagesse propice à l'organisation politique démocratique, parce qu'en fait, l'individu qui va chercher son épanouissement personnel, il vise du coup sa propre amélioration, et ça, c'est bénéfique pour l'ensemble de la société. En Exactement. retrouvant, voilà, en retrouvant une éthique en lien avec ses valeurs, et donc au final des valeurs communes, puisqu'on l'a vu à travers la quête de sens, l'individu va puiser dans des valeurs écologiques, solidaires, de lien avec la nature, qui sont des valeurs plutôt positives que utilitaristes. Et donc, le fait de prendre le temps permet de prendre du recul et de changer de direction pour réorienter sa vie. Et du coup, à mesure que l'individu évolue pour lui-même, il fait évoluer l'ensemble de la société, parce que le temps libéré des règles sociales permet à chacun de se retrouver et de se reconnecter au sens. Et comme le disait Jean-Michel Pire, qui a écrit un ouvrage sur l'otium, chacun a son rôle à jouer, et c'est peut-être ça le message des Grecs. Chaque citoyen est partie prenante de l'élaboration du bien commun. Nous avons tous dans notre singularité, notre créativité et nos rêveries quelque chose à apporter à cette grande élaboration du bien commun. Et donc, pour cela, nous devons prendre le temps et retourner à soi. Et le retour à soi va également permettre de libérer des émotions de décalage et de malaise. Et cela ouvre la voie pour une acceptation collective de l'échec sociétal dans lequel nous nous trouvons et d'aller chercher un autre chemin. Alors c'est génial parce que là on passe vraiment justement de ce constat à l'action, proprement dite, et pour ce volet qui est dédié justement à l'action, quel premier pas dès demain matin que chaque auditeur qui nous écoute peut faire pour s'aligner, c'est-à-dire pratique courte et levier collectif, selon toi? Oui, quelque chose d'assez simple, en fait, c'est d'aller chercher à se connaître soi, comprendre ce qui fait sens pour soi. Parce que le malaise, il vient d'une impression intérieure que on a un ressenti sur les choses, sur nos valeurs, et à l'extérieur, ça ne colle pas. Donc déjà, identifier ce qui fait sens pour nous, ce qui nous fait vibrer. Identifier, par exemple, ces valeurs au sein d'une liste. Quelles sont les 3 valeurs sur lesquelles on ne veut pas déroger dans notre vie et pourquoi? Ça peut être une piste pour avoir plus de cohérence avec soi, et ensuite pour réaligner certaines choses, par exemple, commencer une nouvelle activité, une action bénévole, un nouveau métier, se dédier un moment plus important dans la journée pour soi, pour lire, pour aller dans la nature, se promener. Enfin, voilà, c'est juste vraiment se réaligner avec ce qui nous fait du bien, ce qui est positif pour nous. Voilà. D'accord. Donc, bon, pour clôturer un peu cette discussion très, très intéressante autour de ton ouvrage, hein, alors, quel message voudrais-tu qu'on retienne justement de ton livre? Oui, le message le plus important derrière toutes les théories, tous les concepts, heu, voilà, c'est que en fait, rien n'est joué, et que l'espoir, on dit souvent qu'il fait vivre, oui, mais ici, l'espoir face à la peur, en fait, va nous permettre de survivre concrètement pour éviter de tomber maintenant dans le destin que certains ont choisi à notre place. On n'est pas obligé de continuer comme ça. On n'est pas obligé de soutenir ce système politique et économique. On peut créer quelque chose d'autre, mais il faut seulement déjà y croire. Puisque si on n'y croit pas, forcément, on va rien mettre en place et on va pas commencer le passage à l'action, en fait. Voilà. Exactement. Écoute, bah, en tout cas, Sarah, moi, je peux que conseiller ce livre que j'ai lu quasiment d'une traite, hein, on va dire.
j'ai relu aussi, bien sûr, pour préparer cet entretien. Alors, c'est un livre qui est accessible, qui va parler à tout le monde, aussi bien à des gens qui ont des notions d'économie ou d'autres notions, mais aussi, je pense que tout à chacun, on peut en tirer aussi à la fois des leçons, mais aussi des leviers d'action, comme on vient de proposer à la fin de cet entretien. Et donc, je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté de réaliser cet entretien avec nous. Et je publierai, comme à chaque entretien, un article détaillé dans mon Substack, hein, avec des références et puis aussi un résumé de cette entrevue. Et pour toi, peut-être une question alors qui me vient, tes projets dans un futur proche. Oui, bah, déjà, merci pour m'avoir, accueilli et avoir, posé ces questions pertinentes. On voit vraiment que tu as bien, lu et compris, mon message, en fait, et ça fait toujours plaisir puisque c'est le but, principal pour Oui, un auteur. Pour, préciser, le livre, il fait, seulement, environ 150 pages, justement parce que je voulais pas que ce soit trop lourd et je voulais que ce soit un essai, voilà, qui soit accessible à tous, puisque le but, c'est que chacun se réapproprie certains concepts, certains éléments, justement pour avancer, et pour agir après. Et donc, pour répondre à ta question, bah, mes projets, c'est de continuer, cet aspect-là, accompagner le changement, on va dire, de société, accompagner les transitions collectives et également, individuelles à travers, le coaching, bah, les personnes qui sont justement en quête de sens, voir avec eux, comment les accompagner au mieux, à trouver ce qui fait sens et à savoir comment ils peuvent, avoir un plan d'action pour y arriver. Voilà. d'accord. Écoute, ben Sarah, merci beaucoup encore, et puis merci à vous qui suivez ce nouveau format de culture investigation. Et alors, c'était pour moi très important aussi de proposer ce genre d'émission. Alors pour moi, la culture, ce n'est pas que des pratiques telles que l'art, la musique ou la connaissance, hein, mais aussi justement cette synthèse pluridisciplinaire qui nous amène justement vers une culture du sens. Et c'est sur ces mots que je vous dis à toutes et à tous au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.